tous et bienvenue à cette présentation de la valorisation des données pour créer de la valeur dans votre usine et dans votre unité de production. Le parcours que nous allons présenter aujourd'hui s'appelle Data Boost. On aura un éclaircissement en fin de présentation avec Calixte Blanchard de la CCI. Nous aurons un retour d'expérience, un témoignage de Monsieur Patrick Scholz, PDG de la société Luxor. Et pour démarrer la conférence, nous avons un binôme Captronics et Team qui va vous présenter un petit peu l'intérêt de récupérer des données, pourquoi faire, comment les récupérer. Je laisse la parole à Philippe Marcel qui attaque directement cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le petit point en haut à droite, questions, et nous les traiterons en fin de session. Merci. Ok, on va faire ça en duo avec Arnaud. Hein. Donc c'est Arnaud qui va commencer. Je laisse. Arnaud? Non, je marche pas son micro. Arnaud? Il est muet, je crois. Il est emmué le micro d'Arnaud. Arnaud, ton micro est coupé. Oui, tout à fait. Monsieur Caracciolo, votre micro est coupé. Il faut juste recliquer sur le micro. Voilà, très bien. Je m'excuse. Bon, bonjour à tous. Donc, je reprends puisque je parlais dans le vide. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est de vous expliquer comment l'IoT industriel peut vous aider à transformer et améliorer votre process dans l'usine grâce à une meilleure utilisation de la donnée. Donc, le CETIM, avec sa connaissance de l'industrie et de ses métiers, et Captronics, avec sa connaissance des solutions IoT, en fait, se sont associés et mènent des actions conjointes en région Nouvelle-Aquitaine pour faciliter l'accès à ces données. Donc, on va faire une courte présentation de nos entreprises respectives et puis on va aborder les aspects techniques sur l'IoT industriel et vous présenter des exemples de réalisation. Donc, je laisse Philippe se présenter sur le slide suivant peut-être. Ton micro est coupé, Philippe. Je vais laisser. Ah, bon. Donc j'enchaîne. Donc Arnaud Caracciolo, je travaille au CETIM depuis 13 ans sur tous les aspects surveillance des détections de défauts sur des machines et en lien avec la maintenance. Et donc le CETIM, c'est le Centre technique des industries de la mécanique qui a des implantations, c'est un groupe national avec des implantations en région au plus près des industriels et qui est mandaté pour piloter en fait l'Alliance Industrie du Futur dans les territoires. Et à ce titre, il a deux missions principales. La première, c'est de faire monter l'industrie française au plus haut niveau de compétitivité et de décliner des solutions technologiques dans les filières mécaniciennes. Donc là, c'est là où on intervient auprès des PME en conseil et expertise pour mener des audits, rédiger des cahiers des charges pour des offreurs de solutions et pour aider à déployer ces solutions technologiques, ces IoT, dans les process d'usine. Okay. Alors, je reprends la main. Vous m'entendez là ce coup-ci? Allô? Sébastien, tu m'entends? Oui, ça marche. Oui, c'est bon. Ok, merci. Excusez-moi. Captronics, nous, on est une association loi 1901. On accompagne les entreprises depuis plus de 28 ans sur l'introduction des électroniques et des systèmes embarqués dans les produits et process. Donc nous, on a un peu comme le CETIM, on apporte des compétences techniques, des expertises techniques en amont, du conseil aussi très en amont tout de suite, après en général des diags stratégiques. On fait l'accompagnement à la réalisation, à la mise en place de systèmes toujours dans l'industrie du futur, mais pas que. Et on fait de la formation et des séminaires de sensibilisation, séminaires orientés, dirigeants ou séminaires très très techniques
orientés bureau d'études ou équipe technique des entreprises. Voilà, donc, du coup, on va revenir là. Alors, je vais insister sur ce slide parce que pour moi, il est important, enfin pour nous, il est très important. Au niveau marketing, on parle souvent de big data et derrière le mot data, on traverse ça en données. Or, la première chose à voir, c'est qu'en fait, en tant qu'utilisateur, vous, la donnée, c'est pas le plus important. Ce qui vous importe, c'est une information. Et l'information, c'est ce qui vous permet de piloter les process et de piloter l'entreprise. Et une information, c'est quoi? C'est une construction à partir de données structurées et qu'on va mettre ensemble pour donner du sens à l'information. Mais ces données, qui sont structurées, elles sont créées à partir de données brutes, qui sont en général des capteurs. Donc il faut voir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le capteur qui est la donnée brute, qu'on va traiter. On va donc avoir une donnée, structurée, et c'est la combinaison des données structurées qui va donner une information dans un contexte donné. Donc là, il est très important de faire la différence entre l'information et la donnée. Et ce qui donne de la valeur, ce n'est pas la donnée, c'est l'information. Et donc, on va chercher à avoir des informations dites de valeur, au sens de l'analyse de la valeur, pour améliorer les process, améliorer votre outil de production. Voilà, c'est bien ce qui est marqué là. La question, c'est comment quelles sont les informations dont je dois disposer pour améliorer mon process. Et non pas, parce qu'on a trop vécu, nous, dans le cadre de l'IoT, de l'Internet des objets, donc dans le cadre du grand public, des gens qui nous mettaient des capteurs pour générer de la donnée en disant ça va créer de l'information. Non, l'information, elle est créée, elle est pensée au départ pour un besoin, pour répondre à un besoin. Donc, l'information, c'est par exemple, je veux anticiper les défauts, faire de la maintenance prédictive, préventive. De quelles informations dois-je disposer? Une fois qu'on a fait ça, on va redescendre. On va se dire, cette information, pour qu'elle soit dite objective, il faut qu'elle soit prise dans tel ou tel contexte, avec tel ou tel niveau de précision, avec tel niveau de temporalité. Et à ce moment-là, on va décomposer notre information en une collection de données construites et structurées. Et une fois qu'on a cette collection de données construites et structurées, on va chercher les capteurs qui vont bien. On ne peut pas mettre des capteurs comme ça au hasard d'une production ou d'une chaîne de production en espérant avoir une donnée qui soit de bonne qualité et qui soit utilisable. Voilà. Donc en fait, il va falloir se poser la question et surtout pas se poser la question en termes de techno, en termes de capteurs dès le départ, mais surtout en termes d'information et de besoin d'information. Arnaud? Oui. Donc effectivement, au tout début, il faut rendre la donnée disponible. Alors pour ça, on parle souvent d'objets connectés. Donc un objet connecté, ça va être une machine. Il va falloir commencer par une machine. Cette machine, on va mettre des capteurs dessus, on va la raccorder au réseau de l'entreprise parce qu'il faut qu'on puisse récupérer, comme l'a dit Philippe, différentes données, des données de maintenance, des données d'ordre de travail, des choses comme ça pour avoir la vision la plus globale, agréger après ces données pour en tirer la meilleure information. Donc ça, c'est vraiment une étape importante. Et si tu peux juste cliquer, Philippe, ça me dit un message après. C'est effectivement récupérer cette donnée. Et ça, on est complètement en phase de dire c'est l'information sur l'état de fonctionnement de la machine qui nous intéresse parce que quelque part, la machine, elle a sa fonction à réaliser dans le process. Donc, elle va nous donner des informations sur son fonctionnement. On aura des indicateurs de performance, mais elle va aussi nous donner des informations sur ton état de santé. Donc là, c'est important de pouvoir agir au niveau de la maintenance. Et cette machine, d'un autre côté, elle est interrogeable à distance par l'opérateur qui va pouvoir avoir de la mobilité dans l'entreprise. Elle est interrogeable, on peut la surveiller à distance. Donc quelque part, on va pouvoir garder un œil sur son process. Donc ça marche dans les deux sens, cette communication. C'est ça qui est important et qu'il faut bien avoir en tête. Et cette donnée, on parle beaucoup de capteurs, mais c'est aussi de la saisie d'un opérateur sur un clavier, c'est un rapport de maintenance avec voilà, il y a vraiment l'information, elle va se construire avec des analyses métiers après, mais elle a besoin de toutes ces données. Voilà.
Je ne veux pas dire non plus qu'il faut tomber dans le big data où il faut remonter énormément de données. C'est pas ça que je dis. Et vous verrez dans les exemples qu'on va vous présenter, il faut remonter de la donnée au juste nécessaire, mais de la donnée qui a été bien pensée par rapport à un besoin en information. Voilà. On insiste beaucoup dessus parce que c'est important. On peut passer au... Oui. Donc, on fait effectivement, une fois qu'on a traité cette donnée et qu'on a l'information, cette information, c'est elle qui va vous permettre d'améliorer le process. Donc, pour répondre aux enjeux de l'entreprise. Donc, ces enjeux, bon, on les connaît bien. C'est améliorer les performances de production, c'est réduire les coûts. Donc, ces informations, on peut regarder un peu quelques exemples. Par exemple, ça va vous permettre d'améliorer la maintenance. Donc, quand on dit améliorer la maintenance, ça veut dire qu'on va réduire les coûts de la maintenance, on va réduire les stocks de pièces détachées, et puis on va aussi réduire les arrêts de production. Donc, on va jouer sur plusieurs tableaux. On aura plusieurs leviers. On va améliorer le suivi qualité. Ça, c'est important quand vous avez différents lots à fabriquer et que des clients exigeants vous demandent d'avoir une traçabilité complète. Donc, ça va vous aider à ce niveau-là. Et puis, ça vous aidera aussi quand vous changez rapidement de paramétrage pour fabriquer différents lots en petite quantité. C'est pareil, les machines seront reconfigurables quasiment en temps réel. Donc, voilà, il y a toute une liste, je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais vous avez compris l'essentiel du discours. Alors, on reprend un petit peu sur l'IoT. L'IoT, c'est quoi? C'est donc l'Internet des objets. Alors, c'est un capteur, c'est de la connectivité sans fil, c'est des serveurs informatiques, ce qu'on a appelé le cloud dans le grand public, et c'est une application avec des services derrière. Alors, on peut dire que l'IoT industriel, c'est à peu près la même chose, mais il faut quand même dire, et c'est ce que disait un peu Arnaud juste avant, on n'est pas forcément en big data. Il y a des traitements qui sont des traitements dits locaux de la donnée. Il peut y avoir des connectivités filaires ou sans fil à un moment donné sur la machine. Ce n'est pas la peine d'aller mettre du sans fil si vous avez besoin de récupérer un lien Internet ou un lien sur un serveur. Et il y a des serveurs informatiques. Il peut y avoir des serveurs informatiques qui sont distants et il peut y avoir des serveurs informatiques qui sont locaux. Voilà. C'est le même principe dans le cas de la partie industrielle. La grosse différence, c'est qu'en industriel, on a des données et une captation de données qui est plus critique. Pourquoi? À deux niveaux. D'abord parce que la captation doit être fiable, doit être répétable dans les mêmes conditions. Et c'est surtout qu'on a des données temporelles qui sont importantes. C'est-à-dire quand vous captez une donnée, il faut la mettre en synchronisation par rapport à l'ensemble du process. Donc on a toujours des notions temporelles, des notions de synchronisation qu'on a quasiment jamais avec, j'allais dire, de l'IoT grand public. Donc c'est vraiment, il faut, pour ça, on insiste là-dessus très lourdement, mais c'est vraiment partir de l'information, et cette information, c'est ce qu'on appelle de l'information objectivée, c'est qu'elle est construite à partir de données structurées et prises dans le temps. Alors, bon, ici, c'est très, très symbolique. On représente souvent la notion de transmission. Alors, on va voir apparaître un petit peu les différents offreurs, les différents intervenants. Il y a toute la partie machine, donc qui correspond à un réseau d'objets. La partie concentrateur, ce qu'on appelle la gateway, la concentrateur ou la passerelle, qui peut être une box, mais d'autres choses. Ensuite, vous avez la partie tout à fait Internet avec des serveurs distants et des hébergements qui peuvent être distants. Et la partie applicative qui va revenir, qui est soit distante, soit qui revient chez vous à travers Internet. Mais, encore une fois, cette notion de serveur, elle est vue souvent à travers l'Internet des objets comme distante, mais elle peut très bien se faire en local. Tout dépend de l'application et de ce que vous voulez en faire. Souvent, il y a une problématique qui va se poser, on en reparlera avec Arnaud tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des données distantes. Et pour les entreprises, ce n'est pas forcément jouable pour des raisons de confidentialité. Donc, la donnée est traitée uniquement en interne. Voilà. Donc, les technologies, qu'est-ce qu'elles nous amènent aujourd'hui? Elles nous amènent effectivement du traitement très rapide à partir de capteurs. On verra les technos comme des technos dits de cybersécurité intégrée, des technos d'intelligence artificielle embarquée,
des choses comme ça qui nous permettent d'avoir énormément de traitements sur le capteur, de pré-traiter l'information, de la donnée, de façon à en transmettre le moins possible. L'objectif, c'est pas de transmettre des flots de données, c'est de transmettre juste ce qu'il faut au bon moment pour construire une information cohérente. Voilà, donc on va retrouver un petit peu des termes qui sont assez courants. On parle beaucoup de Wi-Fi, on a parlé de Bluetooth, on parle de 5G, on parle, pour certains, si vous suivez, on parle de systèmes longue portée de type Sigfox, LoRa. C'est des systèmes qui sont soit opérés à travers des opérateurs, soit j'allais dire, en réseau privé interne. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui permet de construire l'ensemble et de rendre cohérent le traitement de l'information et la construction de l'information. Là, vous voyez tout de suite que si vous voulez avoir une information sur un process qui soit utile de façon temps réel, on ne peut pas remonter à travers Internet. Hein, parce que le temps que l'information redescende, même si avec des systèmes rapides, le process lui continue à avancer. Donc on a ce qu'on appelle des informations dites locales ou smart data, qui sont des informations liées directement à la ligne, et on peut avoir des informations distantes qui sont analysées en différé, type maintenance prédictive à partir d'une analyse de campagne d'essai. Voilà. Donc c'est vraiment la structure complète, mais voir que la data, l'information, elle est traitée soit au niveau local, soit au niveau de la ligne, soit au niveau en déporté. Arnaud ? Oui. Alors moi, je voulais insister, je voulais qu'on prenne un peu avec ces premières infos. Donc, une fois qu'on a connecté la machine, on a franchi une première étape. On a accès à la donnée et on a atteint, d'un point de vue de l'industrie du futur, le premier levier de tout ce qui est objets connectés et Internet industriel. Mais ça va pas s'arrêter là, parce qu'une fois qu'on a mis ça qu'on a atteint ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, ça, c'est des outils. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de mener un chantier. Il n'y a pas besoin de commencer grand, vaut mieux commencer par un petit chantier autour de la machine, d'impliquer les différentes équipes de l'entreprise pour conduire le changement, et à ce moment-là monter ce qu'on appelle les différents leviers de l'industrie du futur que vous avez en couleur. Donc ça veut dire remonter le process, repenser le poste de travail, repenser les flux dans l'usine, les relations avec les clients et les fournisseurs, et tout, parce que ces solutions technologiques que vous allez mettre en place, ça fait un peu gadget quand on entend parler, mais en fait, ça va vous apporter des informations qui vont transformer votre process, mais qui dit transformer votre process, ça va transformer beaucoup de choses autour du process. Donc c'est tout ça qu'il faut accompagner aussi. Alors ça fait un peu peur, c'est pour ça que il vaut mieux partir petit, faire un chantier, et puis comme ça, on peut apprendre, on peut capitaliser de l'expérience, et on peut conduire le changement en douceur dans l'entreprise. Voilà. Donc après, si on peut, voilà. Et pour faire ça, on l'a dit, il y a des solutions existantes. Donc je suis pas inquiet, parce qu'il existe beaucoup de solutions. Il faut juste faire attention à la partie capteur, qui est souvent très séduisante, parce que c'est souvent, on vous présente ça comme des capteurs pas chers. Souvent les capteurs grand public sont à quelques euros, et ça envoie un mauvais signal, une mauvaise information. Là, on est dans le domaine industriel, donc on a parlé de fiabilité, on a parlé d'environnement industriel qui sont beaucoup plus sévères que le grand public. Donc attention, les coûts, c'est pas les mêmes, mais ces capteurs existent, il y en a déjà beaucoup, et il y a quasiment toutes les solutions sont existantes sur étagère pour pouvoir mener ce projet. Donc c'est pas tellement ça qui va poser problème, si je puis dire, qui va demander beaucoup d'efforts dans l'entreprise. C'est plutôt de bien réfléchir, comme on l'a dit, à l'information qui est importante pour vous, et mener ces chantiers en interne qui vont transformer progressivement votre environnement de travail et tous les services dans l'entreprise. Et là, toutes les fonctions vont être impliquées.
Voilà, ça peut pas être simplement la maintenance dans son coin. C'est forcément la maintenance avec la gestion des stocks, avec la machine, avec la prod. Tout est lié. Donc là, voilà, c'est là où il y a du travail dans l'entreprise. Oui, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Arnaud. C'est typiquement, on voit des gens qui prennent un capteur sur étagère, souvent à partir de Raspberry, de Techno Raspberry, avec un petit capteur dessus, qui voit ils prennent une donnée sur la machine et ils nous disent, c'est bon, on a une donnée sur la machine, on va pouvoir en faire quelque chose. En fait, rien que l'utilisation d'un système Raspberry n'est pas industriel, ça va vite être catastrophique en termes de prise de données. Et là, comme on n'a pas structuré l'information, il n'y a aucune donnée qui peut être utilisée. C'est-à-dire que vous prenez une donnée brute, si elle n'est pas mise dans son contexte, elle ne sert strictement à rien. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour nous. Voilà, donc pour dire comment on fait, on va prendre un schéma qui semble un peu compliqué, mais on va le simplifier, c'est-à-dire qu'au départ, on va partir de besoin d'information, et on va partir dans le carré bas, là où il y a ma petite souris qui bouge. On va chercher des informations, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des informations de supervision, de service, d'actionneurs, les échanges avec le RP ou la GMAO. Une fois qu'on a défini nos informations, on va commencer à se dire comment la structurer. Donc, on va définir les données structurées pour avoir cette information. Donc, on va commencer à construire l'information avec des sources multiples. C'est ce qu'on appelle le local data, le smart data ou le big data. On va regarder la qualité des informations qu'on veut obtenir. La partie sécurité aussi qui est liée, parce que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser l'information. Il faut qu'elle soit fiable et il faut qu'elle soit surtout, répétable, dans les mêmes conditions. On va regarder aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans quel contexte on prend cette information. Prenez l'information de température sur un climatiseur dans l'atelier ou dans un groupe froid, mais par contre, si vous ne prenez pas le contexte qui est associé, c'est-à-dire savoir si l'atelier est ouvert, si on a un chauffage branché à côté, ça ne sert strictement à rien. Donc, l'information, vous ne l'aurez pas au final. Donc, c'est vraiment le contexte, et ça, c'est du temps à passer au départ. Partir de l'information, regarder dans quel contexte vous voulez l'utiliser, avec quel niveau d'information, à quel niveau vous voulez la traiter, et après, une fois qu'on a ça, on va remonter, on va se dire, tiens, pour avoir cette information, il va falloir que je la transmette. On va regarder comment on la transmet, s'il a besoin de système sans fil ou pas sans fil, si on a besoin de sécuriser, de faire de la cybersécurité sur ces capteurs. Regardez si on a besoin de partager la donnée, ça c'est important, parce qu'on peut la partager entre deux machines, ou entre plusieurs utilisateurs, voir si c'est interopérable. On va sécuriser la transmission, parce qu'on ne peut pas vous mettre un système qui ne transmet qu'une fois sur 10, correctement. Donc tout ça, on va se poser la question sur la transmission. Et enfin, on va venir aux capteurs. C'est ce que disait Arnaud juste à l'instant. Les capteurs, dans 95% des cas, ils sont sur étagère. Il va falloir choisir le bon. On arrive maintenant à développer de nouveaux capteurs, le cas échéant, mais voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend nos capteurs qu'on a sélectionnés, qu'on a validés, sur lesquels on a fait du traitement, et on remonte la chaîne dans l'autre sens, et petit à petit, on revient restructurer en ayant mis nos capteurs, la transmission, l'analyse partielle et la construction de l'information. Et dans un sens, on a construit et on a déduit l'architecture. Dans l'autre sens, on a vraiment réalisé et on doit revalider l'ensemble. Donc, c'est vraiment un parcours à deux niveaux. On commence ce qu'on appelle du top-down, pardon. On commence par descendre en fonction de l'information jusqu'au capteur. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Comment le transférer? Et après, dans la réalisation, on va dans l'autre sens, du bottom-up, c'est-à-dire qu'on reconstruit niveau par niveau jusqu'à l'information. Et ça, c'est le seul moyen d'avoir quelque chose de cohérent et qui fonctionne. Un petit exemple, Arnaud? Oui, alors justement, pour illustrer, je pense qu'il faut remonter d'un cran. Ouais. Donc, pour illustrer, c'est un exemple concernant une machine de décolletage qu'on a connectée lors d'un chantier. Là-dessus, sur cette machine, on a des capteurs qui sont en général sur ces machines outils, les capteurs sont existants. Donc on avait déjà des informations pour calculer des indicateurs de performance. On avait des capteurs aussi qui étaient là pour aider la maintenance.
mais qui n'étaient pas utilisées. Les données n'étaient pas vraiment utilisées par les opérateurs. Donc, on leur a montré comment remonter et comment combiner des informations sur l'usure des outils de coupe et puis la lubrification avec des outils métiers. Donc tout ça, ils ont capitalisé dans des outils métiers sur une petite plateforme et ça a pu améliorer leur maintenance. Et puis cette connexion de la machine, ça a permis de la superviser à distance. Donc l'opérateur a gagné en mobilité, il a pu s'occuper d'autres tâches à valeur ajoutée. Et puis d'un seul coup, ils se sont dit, on va franchir un cap supplémentaire de dire, on va mettre une cellule robotisée, et puis elle va alimenter la machine en matière première. Et avec la redescente d'informations qu'on aura eu grâce à la petite plateforme cloud, elle va pouvoir contrôler aussi des pièces. Et en fait, ce chantier, il a débouché sur une machine qui est quasiment 100% automatisée et qui a apporté des réductions de coûts de production de l'ordre de 25%. Voilà. Donc c'est un chantier qui, voilà, on utilise de l'existant, mais on apporte une approche métier, on capitalise sur le métier de l'opérateur, on le décharge de certaines tâches qui sont pas forcément, où il a plus de valeur ajoutée ailleurs, et on construit quelque chose à valeur ajoutée. Voilà. Donc là, c'est un peu un slide pour conclure sur ce qu'on vous a dit avant de passer à des exemples. C'est-à-dire, en fait, il y a 4 grandes étapes. Donc, effectivement, on l'a dit, on le répète. L'important, l'étape numéro 1, c'est vraiment d'imaginer, en fait, l'information qui est important, quel service va vous rendre ces nouvelles technologies IoT, ça doit vous aider à améliorer votre process, donc il vous faut de l'information. Et de l'information, c'est ça qu'il faut réfléchir ensemble au début du projet, impliquer les différentes parties les gens qui savent sur le terrain, les opérateurs notamment, nous en tout cas on fait beaucoup travailler en chantier avec nous, ils apportent énormément. Ça permet d'asseoir le projet comme on a dit et déjà de se faire une idée de ce qu'il faut mettre en place. Là, on vous recommande de réaliser un audit parce que souvent ce qu'on voit, nous, c'est un parc de machines qui est quand même assez vieillissant où les gens veulent faire de l'IoT. Et là, les vendeurs de matériel vont pas vous le dire, mais nous, on vous le dit. Il y a une étape intermédiaire. Il faut mettre la machine à niveau pour pouvoir déjà numériser la donnée, pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Donc là, il y a une étape, il y a un audit à faire pour faire vraiment le bilan et bien prendre tous les coûts en connaissance de cause. Donc ça, c'est première étape. La deuxième, c'est OK, on crée l'objet connecté, on prend une machine et on fait un chantier. On apprend, on commence à faire le changement. Donc là, on choisit les bons capteurs qui sont adaptés à votre process, à l'environnement. C'est important, des capteurs industriels. Et puis là, on stocke de la donnée, on commence à collecter de la donnée GMAO, machine, la donnée pertinente. On la stocke. Et là, dans ce stockage, c'est important. Il y a des plateformes qui existent, qui sont très bien faites. Et là, il y a 2 aspects. Il faut déjà nettoyer la donnée. Mais la donnée, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de la nettoyer avant la plateforme. Ça veut dire, dans les bases de données GMAO et dans les parcs de machines, il y a souvent des choses qui ne sont pas à jour ou des données qui sont manquantes. Ça va polluer la base de données après et ça va dans le traitement de l'information, c'est pas bon pour le traitement de l'information. Donc là aussi, il y a un petit travail à faire de nettoyer les choses. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et par contre, la plateforme, c'est là où vous allez pouvoir mettre toute votre capitalisation métier. On insiste beaucoup dessus parce que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va permettre d'extraire de l'information pertinente. Et en quatrième, l'information, il faut qu'elle redescende. Il faut qu'elle redescende sur les opérateurs, les techniciens de maintenance, et puis au niveau du suivi qualité, etc., etc. Voilà.
Donc c'est une chaîne comme ça. Je crois qu'il y a et ce qu'on vous conseille, si tu peux cliquer, Philippe, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de faire une phase pilote sur les phases 1 et 2, commencer par un chantier pilote, parce que ça, c'est important pour bien vérifier que les solutions qu'on a imaginées sur la machine, qu'on a déduit des besoins, ça répond bien, et que en termes de gains attendus et de coûts, on a bien tout pris en compte pour bien calculer le ROI. Voilà, ça c'est avant de se lancer dans quelque chose de très ambitieux, faut commencer petit et apprendre. Voilà, je peux peut-être faire juste un petit complément aussi, c'est qu'on vous a parlé d'un cas classique de mise en place de systèmes IoT pour capter et construire de l'information. Il peut arriver parfois que vous soyez embêté par l'optimisation d'un process qui est multivariable, multiparamètre, et vous ne savez plus sur quel paramètre jouer, parce que vous avez l'expérience à un moment donné empirique, mais à un moment donné, ça ne suffit plus. Et donc là, on a une autre approche de l'Internet des objets qui va permettre de dire, je vais essayer d'observer telle valeur, faire des campagnes d'essai, changer la valeur avec un autre type de capteur, et on va faire des campagnes d'essai. Et c'est ces campagnes d'essai qui, par des traitements statistiques ou intelligence artificielle a posteriori, vont vous permettre de savoir quel est le paramètre qui a le dérivé le plus fortement, qui est le plus pertinent à modifier pour retrouver, votre point de process. On va faire des exemples. Hein. Là, je peux si tu veux, on peut la faire. Tu veux la faire, Arnaud? Non, vas-y. Tu connais celui-là. En fait, on a souvent cette demande, hein, c'est-à-dire qu'on est sur des problèmes d'optimisation ou détérioration de moteur. Donc, il va falloir prendre un certain nombre de paramètres. Et là, c'est des choses que je connais bien. Les principaux paramètres qu'on peut trouver, c'est soit des frottements, soit ça va être du bruit, soit ça va être des problèmes de commande moteur. Donc, ça peut s'observer à travers différents éléments, différents paramètres. Là, par exemple, le courant, les différentes phases de courant. Ça peut être la température, ça peut être la vibration, ça peut être le bruit sonore. Donc, on va essayer de suivre la vie du moteur avec ces éléments-là. Ce qui est compliqué pour les fabricants de moteurs, c'est que souvent, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'ils ont une connaissance souvent empirique. Ils n'ont pas forcément de modèle complet qui leur permettent de dire, tiens, si ce paramètre dérive, voilà comment ça va dériver. Donc, ils arrivent à travers, soit avec des ABAC, soit en faisant des campagnes de mesure, petit à petit, ils vont arriver à se créer des modèles, des pseudo-modèles qui vont leur permettre de faire à la fois de la maintenance préventive, ça c'est le premier point, mais d'aller sur la maintenance prédictive. Mais on ne peut pas aller sur la maintenance prédictive si on n'a pas déjà le premier niveau de maintenance préventive. Donc là, typiquement, il existe chez les systèmes électroniques qui permettent de suivre parfaitement les paramètres qu'on met. Après, une fois qu'on a récupéré ces informations, il va falloir les interpréter. Et la difficulté dans la maintenance, c'est l'interprétation des informations qu'on a. Comme dans un process. Oui, alors pour ce qui est de... Nous, on a beaucoup œuvré sur la partie surveillance des machines tournantes. Donc, les machines tournantes, il y en a beaucoup dans l'industrie, des pompes, des ventilateurs, des compresseurs. Et on a travaillé avec les fabricants de ces machines pour développer des outils et des méthodologies de façon à améliorer les méthodes de maintenance, pouvoir avoir des nouveaux outils de détection. Donc effectivement, ça fait des années qu'on utilise des solutions dites IoT et de l'intelligence artificielle. Par exemple, sur un groupe de pompage, on est capable d'aller détecter des défauts mécaniques, et ces défauts mécaniques, ensuite, on fait apprendre à un réseau de neurones, et ce réseau de neurones, il permet d'augmenter les performances de détection. Et donc, on utilise souvent ces solutions sur le cloud. Donc, on a des bancs d'essai. Donc, on peut imaginer des machines qui sont connectées, qu'envoient de la donnée, on apprend et la performance, on a une performance de détection et on met en place
ces méthodes-là chez des clients. Et on calcule aussi des durées de vie résiduelles qui permettent, avec des modèles de fatigue prédictifs, et ce qui permet aussi de se faire une idée, de faire un choix quand il faut prolonger la durée de vie d'une installation qui a déjà quelques années et on se pose des questions. Voilà, donc c'est des outils qu'on utilise souvent et ça fait partie de je dirais de la boîte à outils du CETIM. Ok. Sébastien, il nous reste combien de temps qu'on puisse laisser la parole aux autres intervenants? 5 minutes pour finir les exemples. Vous avez encore 5 minutes. Ok. Ok. Alors, oui, alors là, on est sur de l'optimisation de ressources, parce que là, effectivement, on a, dans les process, vous optimisez votre process, on est maintenant on a un focus très important sur l'optimisation des ressources, hein, que ce soit en eau ou en énergie. Et donc là, ça a été de mettre en place, notamment sur les systèmes de gestion de papier, hein, où c'est très consommateur en eau, on va chercher à équiper l'ensemble du process pour voir la consommation en eau et réduire cette consommation au minimum en fonction des gammes de fabrication et en fonction du process. Et pour ça, il a fallu quand même regarder un petit peu qu'est-ce qu'était, s'il y avait des fuites, voilà, quel était le total d'eau qui était à dépolluer. Donc tout ça, ça a permis de remonter des informations toujours en lien avec le process. Donc il ne suffit pas de mettre juste un capteur sur les robinets, mais il faut que ce soit lié directement au process, l'eau en sortie, l'eau en entrée, les traitements qui ont été faits et voir la pollution. Ça a permis de construire des tableaux de bord et de mettre en place des actions correctives pour réduire à la fois la consommation et à la fois le coût de dépollution de l'eau qu'on avait utilisée. Donc on est typiquement dans un système assez classique d'IoT. On retrouve la même chose au niveau énergétique maintenant, pour savoir combien on consomme au niveau électrique, hein, avec des solutions qui existent et qui sont disponibles. Donc j'ai encore le temps de vous présenter deux exemples en lien avec la maintenance. Donc le premier exemple, c'est une presse plieuse pour laquelle l'industriel en fait s'occupe de rétrofit de machines-outils. Et en fait, son besoin, c'était de pouvoir, il gère un parc de machines qui sont chez différents clients. Et son besoin, c'était d'être connecté à ces machines et de pouvoir suivre le fonctionnement, suivre d'éventuelles pannes et pouvoir agir rapidement en termes de maintenance. Donc on l'a accompagné effectivement par une approche type AMDEC, analyse de risque, qui permet d'identifier les défaillances qu'il va falloir détecter, et donc les capteurs et tout le traitement qu'il faut mettre en place aussi sur la machine pour pouvoir avoir la bonne information pour l'alerter. Et puis ensuite, effectivement, toute la chaîne de transmission pour que ça puisse aller sur le cloud et que ça puisse arriver sur sa plateforme à lui. Donc l'approche métier, elle a vraiment été déterminante parce que elle a permis de réduire le nombre de capteurs qu'on mettait sur les machines et donc à moindre coût pour lui de pouvoir, avec le juste nécessaire, pouvoir surveiller les machines sur les parcs de ses clients. Voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième, assez classique aussi, un centre d'usinage et l'utilisateur qui veut améliorer sa maintenance en utilisant des données qui sont dans la machine. Et la machine, il y a des capteurs, il y a des automates, ça commence à être un peu compliqué. Donc là, on a travaillé pareil, on a travaillé avec les opérateurs, on a travaillé sur un Pareto des pannes, et on s'est concentré sur les pannes les plus récurrentes, comme celle qui est mentionnée, la trappe du changeur d'outils. Là, c'était simple, c'était une ouverture de la trappe qui n'était pas cohérente avec le temps de cycle d'usinage. Donc forcément, ça semble simple comme ça parce que les spécialistes métiers, ils regardent dans les données d'automate et ils déduisent tout de suite l'information qui est importante. Et donc, on a aidé l'industriel à apprendre et à capitaliser ce savoir métier. Et maintenant, il utilise quotidiennement les données de ces automates pour améliorer sa maintenance. Voilà.
Ok. Je pense qu'on va laisser la main donc, à la société Luxor. Je vais arrêter le partage, si j'y arrive. Ok. Ça doit être là. Alors, Voilà. on va donner donc la parole à la société Luxor. Monsieur Patrick Scholz, il était intéressant pour compléter cette présentation d'avoir un exemple également de l'intérêt de ces données pour le pilotage de la production. Et votre témoignage va nous éclairer sur cette notion de récupération des données dans le but d'installer un outil MES donc pour le pilotage de la production. Je vous donne la parole. Ok. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis accompagné de Jérémy Bonin et d'Hervé Guillot. Donc, Jérémy est chef de projet MES et Hervé est donc responsable informatique. Est-ce que vous voyez notre PowerPoint? Alors, pour l'instant, moi non. Alors là, on n'a pas forcément votre présentation. On a partagé l'application plutôt que juste l'écran. Ouais. Vous avez dû partager l'écran et pas l'application. Voilà, quand vous cliquez sur partager l'écran, vous avez au milieu l'application. Oui, Voilà. Là, c'est parfait, allez-y. Bon. Ok, donc en fait, Luxor Lighting, on est un équipementier automobile. On a eu la chance de participer au programme Usine du futur de la région Nouvelle-Aquitaine. On a fait un diagnostic en 2018 qui montrait qu'on avait certaines lacunes, parce que c'était vraiment des lacunes, on avait beaucoup de retard, entre autres sur tout ce qui était digitalisation, connexion des machines. On avait hérité, parce qu'on a un spin-off de Magneti Marelli, d'un ERP SAP qui était obsolète, qui datait de 20 ans. Et donc, cet héritage, qui était très lourd d'ailleurs au niveau des bases de données, ne nous permettait pas de piloter l'entreprise correctement. Donc, si en termes de chronologie, on a construit un cahier des charges, donc on a pris la décision de changer à la fois l'ERP et de mettre en place un MES. Donc, on a fait un cahier des charges en juin 2019. Donc, le diagnostic s'est fait en 2018. En juin 2019, on a fait notre cahier des charges et on a passé la commande du nouvel ERP et du MES en janvier 2020 pour une mise en place en fin d'année 2020. Donc, vas-y. Donc, juste Luxor Lighting en 2 mots. On est 125 personnes. On a fait un chiffre d'affaires de 17 millions en 2020. On a 6000 m² sur Angoulême. Bon, comme on est équipementier automobile, on est sur un secteur hyper concurrentiel. Donc, on se doit de rechercher en permanence toutes les solutions pour améliorer notre productivité. Là, vous avez les produits qu'on peut fabriquer. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé dans un premier temps, c'est de faire de l'innovation sur nos produits. Par contre, on était pénalisé par un process vieillissant. Donc, on a décidé, alors, si tu prends la suite, en fait, vous voyez ici l'évolution du chiffre d'affaires. On a pris beaucoup de business. Par contre, pour être sûr de conserver une bonne rentabilité, l'idée, c'était en gros d'avoir 30% de croissance et de les absorber avec 30% de gain de productivité. Alors, beaucoup d'actions ont été menées, mais une des actions clés, c'était quand même l'ERP et le MES pour avoir une vue précise de notre atelier. Lorsqu'on faisait entre 10 et 15 millions d'euros, notre atelier était chargé entre 50 et 70%. Bon, à 30 millions, il sera chargé à 100%. Donc, on sait qu'un atelier chargé à 100% a réellement besoin d'un pilotage très précis et d'un niveau de productivité très élevé. Et le bon côté des choses, c'est que lorsqu'on arrive à ce niveau de performance, eh ben, on trouve la rentabilité et on rentre dans le cercle vertueux. La rentabilité nous permet de réinvestir et on améliore comme ça les performances.
Alors, on est équipementier automobile. Alors, même si on a une taille qui est relativement petite dans le monde automobile, on arrive à livrer à la fois les constructeurs, donc Peugeot, Renault, Volvo, Volkswagen, et on livre les équipementiers. Donc, nos produits, comme vous avez pu voir, c'est du lighting sur lequel il y a de l'injection. Donc, on a des presses injectées, on a de la métallisation et des lignes d'assemblage. Donc, je reprends la main. Bonjour à tous. Hervé Guillot, responsable informatique. Comme l'a dit M. Scholz, on a décidé de faire l'acquisition de 2 logiciels pour être usine du futur. Donc, un ERP qui est SilverCS, qui est développé pour le secteur automobile, et un MES, donc AkiWeb, pour le suivi de production. AkiWeb a démarré en mai. Il permet de récupérer les données machines et aussi de pouvoir digitaliser l'atelier. Donc en fait, nous avons, pour communiquer entre l'ERP et le MES, on a développé une interface qui permet de descendre les OF qui sont créés dans Silver vers le MES. Et à l'inverse, on peut remonter toutes les données de production du MES vers l'ERP. Alors, un point qui est important, c'est qu'on a profité en fait de la période Covid où on était en sous-activité, parce qu'on savait que changer un ERP et mettre en place un MES allait solliciter les équipes. Donc, comme il y avait un peu plus de disponibilité, on a profité de cette période, donc entre le premier semestre de l'année passée, pour travailler un maximum sur ce projet. Et globalement, ça a été bénéfique, parce qu'on a pu on a pu faire tout un travail de nettoyage qui était indispensable et qui a pris beaucoup de temps. Comme on avait des heures disponibles, ça nous a permis de faire ce projet dans un délai relativement court. On a pris aussi la décision, comme on avait un peu de disponibilité, de tout faire en même temps. Bon, donc ça, au départ, c'était peut-être un peu ambitieux, mais on s'est dit qu'il serait difficile de faire 2 changements dans l'atelier dans un délai court. Donc, on a préféré faire qu'un seul changement, un peu important, et on a tout fait en même temps. Donc, l'ERP, par définition, on l'a fait, il fallait que ça soit opérationnel, puisque ça, c'est ce qui nous permet de communiquer avec nos clients et de faire toutes nos expéditions et facturations. Le MES, lui, a été fait en termes de connexion avec l'ERP, et on est en train, petit à petit, mais donc Jérémy va vous en parler, on est en train petit à petit de mettre en place. Juste pour fixer les ordres de grandeur, donc on a 37, c'est ça? Oui, 36. On a 36, si vous voulez, unités de production dans la maison, qu'on a instrumentées. Donc vous en avez parlé tout à l'heure au niveau des capteurs. Donc on a mis en place, parce que toutes nos machines ne sont pas toutes très récentes, donc on a mis en place des capteurs éprouvés qui fonctionnent globalement assez bien et qui nous permettent de remonter un signal donc au niveau des MES. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a démarré le projet ERP donc fin février, début mars. Donc suite à ça, on a commencé à faire les études adéquates et on a commencé à faire le mapping des données pour la migration des données de notre ancien ERP vers SilverCS. En parallèle, on a démarré le projet MES en mai 2020 et ensuite les étapes se sont suivies avec l'installation du matériel dans l'atelier. Donc vous verrez plus tard, Jérémy vous le dira, il y a beaucoup de matériel qui a été mis en place. Ça a été suivi par les formations au mois d'août pour un démarrage le 26 octobre 2020. Voilà. Donc on a réussi à mettre ces 2 logiciels en place en 9 mois. Je laisse la parole à Jérémy. Donc bonjour à tous, donc Jérémy Baudin. Donc je vais vous présenter pourquoi mettre un MES. Donc ça permet d'avoir une interconnexion entre l'ERP
et les machines, donc de pouvoir remonter les données du terrain vers le RP et de pouvoir analyser ces données également. De pouvoir également gérer la planification et l'ordonnancement, donc ça plutôt côté atelier, donc de pouvoir mieux organiser et mieux planifier notre production. Sur la gestion des stocks également, de pouvoir voir en temps réel, donc à travers le RP, nos stocks et de pouvoir organiser derrière l'ordonnancement. La gestion des documentations, donc pouvoir digitaliser l'ensemble des documentations. Donc là, nous sommes dans une phase un peu de traitement du papier vers la digitalisation. La gestion des bons d'intervention, donc plus particulièrement ciblés par la maintenance et par les régleurs également. Donc on a des régleurs qui viennent régler les machines. Donc on peut lier un peu les deux sur les bons d'intervention. Gestion de la traçabilité, donc tout ce qui est numéro de lot. Ça, c'est très important dans l'automobile, de pouvoir remonter la traçabilité à partir d'un produit fini et de remonter jusqu'à la matière première. Donc, toute cette architecture de pouvoir remonter la traçabilité à partir du MES. La gestion du 5S également. Donc, ça, c'est plus lié à l'opérateur et à l'ensemble des personnes intervenant sur la machine. Donc, de pouvoir leur faire valider la gestion, la propreté, on va dire, des équipements. Donc, c'est l'opérateur qui vient valider comme quoi la prise de son poste, le 5S est respecté. Et ensuite, animation des réunions. Donc, ça, c'est un plus aussi dans le MES, c'est de pouvoir animer, donc remonter toutes ces données, c'est intéressant, mais pouvoir derrière les animer, avoir des résultats et pouvoir les animer. Donc, ça, c'est un point qu'on est en train de travailler, nous, on ne l'a pas encore mis, mais au futur, ça va être réalisé. Alors, juste un point au niveau de l'atelier, la mise en place de l'ERP et du MES a été un élément de motivation pour faire progresser notre niveau 5S et l'ensemble de nos flux. Ça semblait difficile à chacun de faire cohabiter du 4.0 et une absence de 5S. Donc ça, il y a eu un déclic. Il n'y a pas eu de phénomène de rejet, ça aurait pu, j'ai pu connaître ça, mais il n'y a eu aucun rejet, les gens étaient très preneurs. On leur a apporté de l'ergonomie, de l'information, ils ont été intéressés, et au global, on a profité de cet effet bénéfique pour faire progresser aussi le 5S, quoi. Le 5S et les flux. Donc, comme on peut voir là sur l'image du milieu, donc on a intégré sur chaque poste de travail donc un écran avec une imprimante pour pouvoir imprimer donc les étiquettes de traçabilité. Donc on a fait un standard de poste. On a pu s'améliorer aussi sur cette partie-là avec le zoning et notre standard de poste pour chaque équipement. Nous avons également mis donc un PC, une douchette et un boîtier de connexion d'utilisateur, donc des RFID, donc qui permet que l'opérateur pointe à la prise des débuts d'équipe et se dépointe en fin d'équipe. Cela permet de tracer et de savoir également comment, sur l'environnement du système, de pouvoir tracer toutes les interventions et qui est sur quel poste. Alors, nous, on a beaucoup de pièces optiques donc, qui demandent un contrôle assez pointu, beaucoup de formation. Et donc, ça, c'est un élément fort pour identifier les personnes qui ont besoin de formation. Donc, en l'absence de cette traçabilité très fine, aujourd'hui, on est obligé, donc, avec le RFID, donc chacun un numéro, donc chacun s'identifie chaque fois qu'il intervient sur une presse. Et donc, si on a un souci, soit chez nous, soit chez nos clients, on peut remonter à la personne. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse, pareil, là, on va relever le niveau de formation, on va pouvoir identifier et ensuite mieux former les personnes. Alors, vous avez une question des participants pour, en guise de conclusion. Quel est le coût en investissement, en fonctionnement de votre projet? Si on compte pas nos heures, on est à 350, 400, à peu près.
Si on ne compte pas nos heures, hein, donc, parce que on va dire qu'on a profité du Covid, donc on travaillait moins, donc on a pu le faire. Mais avec le matériel, c'est un budget entre 350 et 400 kilos, sachant qu'on n'a pas tout à fait fini. Mais globalement, on a fait vraiment le gros du morceau. Ça fonctionne aujourd'hui. Très bien. Mais écoutez, je ne sais pas si vous aviez terminé, vous resterez 1 minute de conclusion. On peut aller directement à la conclusion. Donc aujourd'hui, nous Voilà. avons pu voir notre productivité augmenter. Donc, ça a eu un impact, le fait d'installer le MES, de pouvoir, donc on voit de 66 à 80%. Alors, il n'y a pas que le MES, mais ça nous a permis d'identifier, de pouvoir améliorer, voir où est-ce qu'on pouvait améliorer notre TRS. Ensuite, d'améliorer nos postes de travail, donc comme vous avez vu sur la propreté et sur notre standard. Amélioration de la planification de l'atelier. Donc là, on est en train de faire la validation de la planification. Donc on va pouvoir mieux organiser notre système de planification. Gain de temps donc, sur la suppression des doublons de saisie. Donc aujourd'hui, avant, on travaillait beaucoup sur Excel, où on saisissait ou que ça remontait ensuite dans notre ERP. Aujourd'hui, tout est saisi en temps réel et remonté en automatique en temps réel. Donc nous n'avons plus de saisie. Et l'objectif parce qu'il nous reste encore des modules à intégrer sur le système. Donc l'objectif, c'est de finir en juin 2021 pour avoir l'ensemble de notre système digitalisé. Et ensuite, nous avons pu nous améliorer également sur la traçabilité, donc en mettant en place donc, les RFID et les scans d'étiquettes sur les postes de travail. Donc c'est un projet qui a vraiment structuré l'entreprise dans le bon sens, qui nous a permis d'évoluer. Et je pense que ce n'est pas fini parce qu'aujourd'hui, on utilise peu justement la base de données puisqu'elle est en train de se constituer. Et donc, elle va nous permettre après de faire beaucoup plus de préventif et après un peu de prédictif pour être sûr de maintenir notre atelier à un très haut niveau de productivité. Merci beaucoup pour cette présentation et ce témoignage. Il nous reste quelques minutes pour vous présenter le parcours DataBoost proposé par la région Nouvelle-Aquitaine. Calixte, tu prends la main? Là, vous devez m'entendre. J'essaie de partager. J'ai quitté le partage. Ah, ok. Hop. Ok. Partager mon écran. Ensuite, quand tu as la fenêtre qui s'ouvre, c'est au milieu l'application. Ah, mais ça marche pas. Alors, attends. Alors, je te l'ai envoyé. Est-ce que tu peux... Ah, fenêtre de l'application, c'est bon, impec. Voilà, fenêtre de l'application. Et là, tu l'as? Oui, je l'ai. Est-ce que vous voyez? Oui, parfait. Donc, on va conclure cette table ronde pour la présentation d'un parcours d'accompagnement que nous proposons en Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les entreprises sur la valorisation de leurs données de process. Donc, je suis Calixte Blanchard de la CCI Nouvelle-Aquitaine et nous sommes opérateurs pour le compte du Conseil régional sur la mise en place de différents parcours de transformation des entreprises vers l'usine du futur. Donc, il y a, comme vous le savez, il y a énormément de diagnostics usines du futur qui sont réalisés sur tout le territoire. Tous ces diagnostics ont été analysés et il est apparu que les entreprises avaient des besoins prioritaires, dont le besoin prioritaire, c'était analyser leurs données de process. Donc, à travers ce parcours et le réseau des partenaires qui sont Captronic, CETIM et bien sûr le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, c'est moi en plus qui passe les diapos. Hop. Nous vous proposons un parcours. Donc là, vous avez une présentation très très riche pendant cette heure sur quels sont les défis que je vais rechercher lorsque je vais vouloir analyser mes données, quels sont les objectifs que je vais rechercher. Et donc à travers le parcours, donc je rentre pas dans le détail parce que vous avez vu tout ça tout à l'heure et puis je crois que le temps s'est écoulé. Mais juste la présentation du parcours d'une manière globale. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'étape 1 du parcours tel qu'on a imaginé dans une réunion de sensibilisation où nos collègues du CETIM et Captronic et puis une très belle présentation de Luxor Lighting, je pense, ont donné envie aux entreprises de se dire tiens, moi aussi je les données, qu'est-ce que je pourrais faire de ces données? Donc si autour de la table il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez contacter votre conseiller de la région, d'ADI ou de la CCI
pour dire, tiens, est-ce que vous pourriez venir me voir pour essayer de travailler avec moi sur identifier quel est l'objectif pour prise des données, quel est l'objectif, quelles sont les données qu'il faudrait que je puisse capter, et etc. Donc, c'est l'étape 3 où il y a une rencontre qui peut se faire entre un expert CCI et Captronic et CETIM chez vous pour qualifier votre besoin, pour déterminer votre besoin et analyser votre projet de développement. Si vous estimez que ce projet de développement est opportun pour vous, donc on vous aidera à terminer cette opportunité. L'opportunité, c'est la viabilité, la fiabilité du projet. Est-ce que c'est en lien avec votre stratégie? Est-ce que c'est en phase avec votre marché? Est-ce que c'est en phase avec le modèle économique? Donc, on fera ça en étape 3 avec vous. Si vous estimez que c'est opportun pour vous, vous rentrez effectivement dans le parcours DataBoost Manufacturing jusqu'à l'étape 3. Donc, ce travail est pris en charge par les partenaires du projet, Conseil régional, CETIM, Captronic et CCI Nouvelle-Aquitaine. À l'issue de l'étape 4, vous rentrez dans le parcours. Le rentrer dans le parcours se fait d'une manière très simple. Vous allez recevoir de la part de la CCI Nouvelle-Aquitaine une convention dans laquelle on aura défini avec vous le type d'accompagnement qui pourra vous être proposé. Donc, on a un accompagnement à la carte, mais qui est toujours basé sur 2 approches. Approche formation, acquisition de compétences au sein de l'entreprise pour les rendre autonomes dans les prochains projets qu'ils pourraient développer sur la thématique. Donc là, cette formation durera 3 jours. Il y a une formation auprès du dirigeant pour donner toutes les clés aux dirigeants pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'il pourrait faire avec les données qu'il a chez lui. Toute entreprise a des données qui sont sous-exploitées et on a vu tout à l'heure qu'il y a énormément de potentiel si on arrive à bien exploiter ces données. Et ensuite, nous vous proposons donc de pouvoir choisir parmi les architectes projets que l'on a référencés dans ce programme, un architecte projet qui va vous aider pendant au maximum 15 jours à définir précisément votre besoin et le cahier des charges de votre besoin avant de pouvoir aller consulter des offres de solutions qui vous apporteront des solutions. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que là, vous pouvez faire appel à nous. On va venir vous voir pour travailler avec vous sur votre projet, pour définir les objectifs. Si vous pensez que c'est opportun pour vous, vous rentrez dans le parcours et on vous proposera donc un parcours sous forme de formation, acquisition de compétences et sous forme d'accompagnement par un consultant et donc pris en charge à 50% par le conseil régional. Donc, quelques petites données. Le montant à charge d'entreprise au maximum avec les 15 jours d'accompagnement à la formation est de 8 600 €. 8 600 € par entreprise et donc l'accompagnement individuel en fonction de la complexité de votre projet peut durer entre 2 jours et 15 jours. Sachant que ce que l'on souhaite faire avec les entreprises qui se lancent pour la première fois sur ce type de projet, c'est de commencer par des projets relativement simples pour qu'elles prennent goût, pour qu'elles voient le potentiel que ça peut avoir chez elles, pour qu'ensuite, pourquoi pas, dans un deuxième temps, elles puissent se lancer sur des projets plus complexes. Mais on souhaite, à un temps très court, qu'elles aient des résultats assez optimaux pour elles. Voilà, alors ça a été très rapide. Merci Calixte, en effet, c'est très rapide, mais les gens ont compris qu'il y avait un accompagnement de la région et qu'on peut contacter la CCI pour aller plus loin. Tout à fait. Merci à tous et je sais qu'il y a beaucoup de rendez-vous encore de prévus. Bonne continuation, à bientôt. Le CETIM et Captronic vous remercie. Et la CCI vous remercie. À bientôt. Merci. Merci Société Luxor. Merci. Au revoir. Au revoir.